Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu qui m'a mis une petite claque visuelle et même au niveau de son contenu, de ses mécaniques, etc. que j'aime beaucoup. C'est un jeu sur lequel je suis tombé un petit peu au hasard. Finalement, j'ai été attiré par ses illustrations, puis j'ai vu que le Kickstarter, ou plutôt le Ulule, je ne sais plus sur quelle plateforme il a été financé, en tout cas que le financement était terminé. Et du coup, je me le suis procuré parce que ça m'intéressait pas mal. Et j'ai décidé de vous en parler parce qu'il est très intéressant. J'ai eu de la chance parce que l'éditeur Arcane Asylum a accepté de me l'envoyer gracieusement pour que je vous en parle. Et d'ailleurs, je devrais bientôt pouvoir vous parler aussi de Cyberpunk Red, qui m'a été aussi envoyé par Arcane. En fait, ces jeux-là, donc Alien, Cyberpunk et Vaesen aussi, je veux y jouer avant de vous en parler. Donc Vaesen, je vais normalement faire un petit one-shot que j'ai préparé bientôt et du coup je pourrai vous en parler. Mais Alien et Cyberpunk, je les ai confiés à certains de mes potes pour que ce soit eux qui les maîtrisent, et du coup leurs reviews arriveront plus tard. Mais revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler donc de l'Empire des Cerisiers. C'est un jeu qui est écrit et illustré par Olivier Sanfilippo. Et en fait, le mec, enfin moi je le connais pas hyper bien, mais c'est une machine de guerre parce que on voit qu'il connaît à fond son sujet, qui est le Japon médiéval, plutôt le Japon féodal. Il nous dépeint un univers donc japanisant, mais qui n'est pas le Japon historique, qui s'en inspire un peu à la manière d'un L5R, donc la légende des 5 anneaux. Vous vous retrouvez dans un univers d'inspiration asiatique, avec la mythologie asiatique, avec des codes sociétaux asiatiques, de l'extrême orient du coup, mais revisité pour vous laisser plus de liberté, pour vous justement vous détacher de la réalité et y mettre un peu ce que vous voulez. Et pour le coup, le pari avec l'Empire des Cerisiers est hyper bien réussi. Parce que là où L5R est un jeu qui se concentre plus sur le fait d'incarner des samouraïs, avec le code du Bushido, et avec une histoire beaucoup plus profonde et ancienne finalement, parce qu'il y a déjà, je pense, 5 éditions de L5R, c'est quelque chose comme ça. Là, dans l'Empire des Cerisiers, on a une sorte de vent de fraîcheur, et on se dit qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, que ce soit un peu manga, ou alors que ce soit plus inspiré du cinéma asiatique. Et ce qui est fou, c'est que non seulement, du coup, l'auteur a écrit le texte, mais il a aussi illustré le livre, et là, les illustrations sont juste incroyables. Et je crois d'ailleurs que la création du bouquin a plus ou moins été motivée par les illustrations, parce que j'avais écouté une interview où Olivier Sanfilippo expliquait qu'il publiait ses cartes sur internet et il y avait des gens qui les trouvaient superbes et ils lui ont dit fais un jeu et tout. Et de fil en aiguille, effectivement, il a fait un jeu. Donc sans plus attendre, on va feuilleter un peu le truc pour voir ce que ça contient. Et ensuite, je vous dirai les quelques trucs, moi, qui me donnent envie de jouer à ce jeu. Donc c'est de ça dont on va parler. On est parti. Alors déjà, première surprise pour moi qui n'avait pas participé au financement et donc qui ne savait pas exactement à quoi m'attendre en termes de matériel. Le livre s'avère être un livre-objet, presque un objet d'art. Du coup, juste après la review de Morgborg, on est toujours dans le thème. Hein, c'est un livre original qui est pas comme les autres livres. Donc déjà, on voit qu'il est en format paysage. Il est de couleur rose, donc la couleur rose du cerisier, du sakura. Et donc on l'ouvre et on voit tout de suite que on a des superbes illustrations et une maquette ultra japanisante. Donc on a d'abord une petite intro. Et là, paf, ça commence déjà. On a des tableaux à couper le souffle avec des couleurs hyper inspirantes. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces illustrations, on en a des à la fois très évocatrices, où on peut imaginer des choses, et parfois des beaucoup plus concrètes. On va le voir au fur et à mesure de notre feuilletage. Donc ensuite, on arrive sur la page de l'univers. Alors là, accrochez-vous bien parce qu'il y a des noms japonais imprononçables pour les kidam comme moi. Heureusement, en général, ils sont traduits. Donc à vous de voir si dans votre jeu, vous voulez utiliser la prononciation japonaise ou bien tout simplement dire le dieu de machin plutôt que de dire Uzamato no Kami. Ça sera votre choix. Ensuite, on a une description de la société de l'Empire des Cerisiers, donc qui fait beaucoup penser à celle du Japon féodal. Donc on a des daimyo qui sont finalement des propriétaires terriens, des nobles guerriers qui détiennent des terres, et puis on a des samouraïs. On va avoir une aristocratie dans la capitale, donc avec les différenciations entre les clans plutôt guerriers, il me semble que c'est les clans bouquets, et les clans pouguets, il me semble. Je ne suis pas un expert, j'ai lu une fois le bouquin, j'ai vu quelques trucs, mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Donc des clans plus aristocratiques, des clans plus guerriers, on a un empereur au centre, un empereur qui est vraiment une figure vivante, mythique, qui est vu comme un dieu, et dans le jeu c'est assumé, il y a vraiment de la magie, c'est un jeu fantastique, il faut le savoir. Donc les kami existent, les esprits existent, les yokai. Là on arrive sur la géographie. Donc on a d'abord une grande carte, alors vu le format du livre un peu en paysage, elle n'est pas forcément facile à consulter. Mais ensuite on a des passages plus détaillés de régions spécifiques de cette carte, et ça je trouve que c'est hyper bien pensé. Et on va voir que ça se retrouve dans d'autres cartes qu'on verra ensuite, et sans cette méthode, ce serait très compliqué. Donc ensuite, on a des détails sur la vie quotidienne. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que
La plupart du temps, c'est vraiment inspiré du Japon. Alors là, par exemple, on peut voir petit arrêt sur image qu'on parle des vêtements, ensuite on va parler des arts, etc. La plupart du temps, c'est inspiré de faits réels, ça peut être légèrement modifié. Alors je sais pas si c'est précisé à chaque fois, je pense pas, mais il y a des moments où l'auteur prend vraiment la peine de nous dire, bah voilà, ça, vous voyez, c'est pas comme le Japon féodal. Et du coup, on se demande pas à quel moment ça a été modifié, etc. En général, c'est précisé. Et je trouve que c'est intéressant de le préciser parce que des fois, mine de rien, on peut acheter un livre qui nous dit, bah voilà, vous allez jouer dans le Japon féodal. Et en fait, vous pensez que vous apprenez des vrais trucs, et ensuite, vous vous tapez la honte quand vous voulez parler d'histoire derrière. On a voyagé dans l'Empire, où on va commencer à parler de commerce, de monnaie. Les illustrations sont juste magnifiques, je trouve. Ensuite, on a les codes. Donc, on a la voix du cheval, de l'arc et du cheval, donc qui est finalement la voix des Bushi. Mais on a aussi des voix plutôt spirituelles. Ensuite, on nous parle des forces armées, etc. Donc, on a vraiment des éléments qui vont nous permettre de se lancer facilement. On a même des exemples de clans. Je feuillette un peu vite, mais on a des exemples de clans et vous voyez qu'ils sont pas trop détaillés. Donc en fait, on peut facilement les retirer parce qu'on n'a pas des énormes intrigues. On a parfois des pistes assez sympathiques. À certains moments, d'ailleurs, c'est surprenant, mais on nous force à rien. Ici, on a aussi des clans. Donc, alors là, j'ai oublié le terme qui est utilisé dans le jeu, mais en gros, vous avez des clans qui sont les habitants initiaux, finalement, de l'Empire des Cerisiers, enfin de ce qui est devenu l'Empire des Cerisiers. Et donc, on a des trucs très originaux. Et puis là, on voit bien qu'il y a une inspiration de Princesse Mononoke qui est une des inspirations principales du bouquin. Ensuite, on voit qu'on se retrouve face à des organisations criminelles. On se retrouve face à des ordres spirituels. On nous parle des Ronin, etc. Donc on nous montre tous les types de factions qu'on pourrait développer avec à chaque fois quelques exemples, mais pas un catalogue exhaustif qui peut paralyser parfois, notamment les gens comme moi finalement. Ensuite, une fois de plus, on se retrouve devant un superbe tableau évocateur. On ne sait pas exactement ce qu'on voit, il va falloir l'interpréter, mais ça inspire. Et là, on arrive directement dans un gros passage que je vais passer rapidement, parce que déjà, je ne l'ai pas lu en détail, et surtout parce qu'il y a énormément de contenu. Mais là, vraiment, on a des détails, et notamment sur la capitale de Sakurakyo, qui est juste gigantesque et hyper détaillée. Il y a genre 50 entrées pour décrire la carte. Elle est en vue isométrique, ce que je trouve super cool, parce que la vue du dessus, des fois, c'est plus difficile d'imaginer comment c'est foutu. La vue isométrique, elle peut être un peu moins précise parfois sur les emplacements des choses. Mais par contre, on a une meilleure vision de l'échelle des bâtiments, etc. Et on se rend compte que, du coup, la capitale de Sakurakyo a juste une échelle démesurée, ce qui nous rappelle bien qu'on est dans un univers fantastique. Donc Sakurakyo, évidemment, c'est le centre de l'Empire des Cerisiers. Et là, on va avoir des zooms sur différentes parties de la capitale, et on va avoir des zooms sur des PNJ, etc. Donc là, pour le coup, Sakurakyo, éventuellement, ça peut faire un petit peu plus catalogue, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus d'informations, mais on vous suggère des trucs, et après, vous en faites bien ce que vous voulez. Et ensuite, il y a quelques lieux spécifiques de l'Empire qui sont détaillés, mais c'est pas la majorité, on vous décrit pas tous les clans, etc. Mais on vous donne quand même des endroits importants, par exemple la forteresse du Nord. Mais en gros, oui, il y a un monde parallèle, un peu le monde des morts, etc. Et la forteresse du Nord, elle est là pour surveiller cet endroit, et aussi surveiller, il me semble, une île où justement vous allez avoir ces sortes de clans de princesse Mononoke. On a une partie sur des yokai, des esprits, des créatures finalement du mythe japonais. Hein. On va avoir des détails sur les oni, etc. Là, on arrive sur une partie que je trouve particulièrement cool. C'est une partie qui, pour moi, est super bien foutue. On retrouve parfois les inspirations des auteurs dans les livres, mais c'est rarement aussi détaillé, et là, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que si vous y connaissez pas hyper bien sur le Japon féodal, etc., vous allez vite vous retrouver avec des documentaires américains où on vous parle du samouraï, et où finalement, vous apprenez pas grand-chose. Et là, vous avez plein de films, plein de mangas et tout, détaillés par l'auteur pourquoi il les a choisis, et à quoi ça fait référence dans le jeu. Ensuite, vous arrivez du coup dans la partie sur les règles. Et là, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, on commence par la création de personnages. D'abord, on vous dit de trouver un concept. Donc, vous réfléchissez à n'importe quoi. Vous pouvez venir avec n'importe lesquelles de vos inspirations. Vous n'êtes pas obligé de connaître hyper bien le Japon, etc. Si vous avez juste vu un manga, bah tant pis, vous prenez votre personnage principal, vous le transformez un peu, vous l'intégrez. Et les règles vous permettent de créer à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le système est très 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 simple. Vous allez utiliser 2d6 que vous allez lancer. Vous allez additionner les résultats de ces 2d6, y ajouter des bonus, et vous devez dépasser une difficulté. Mettons que je veux mettre un coup de sabre à quelqu'un, que la difficulté est de 8, je jette 2d6, j'ai plus 2 dans mon champ de Bushi, donc, qui est un champ de compétences assez large, dans lequel il va y avoir le sabre, toutes les armes finalement, et je vais additionner mon bonus de Bushi à mon GD, donc mettons que mes 2d6 font 3 et 5, donc je suis déjà à 8, j'ai réussi, théoriquement,
mais en plus, ben, si j'ai 3 en Bushi, j'arrive à 11 et je réussis encore mieux, potentiellement. Donc c'est extrêmement simple, vous allez pouvoir en plus créer vos voies comme vous voulez, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de classe, vous n'avez aucune limite. Évidemment, dans vos champs, donc si par exemple j'ai le champ du Bushi, vous allez pouvoir prendre une petite spécialisation, par exemple je peux me spécialiser dans le katana, et dans ce cas-là, quand je me battrai au katana, j'ajouterai mon bonus de Bushi, plus mon bonus de katana. C'est vraiment hyper simple, et vous avez des outils tout du long, qui sont toujours basés sur ce même système à 2d6, qui vont vous permettre de customiser vos personnages et de faire absolument tout et n'importe quoi. Enfin, clairement, il y a d'énormes possibilités, j'aime beaucoup ce côté boîte à outils, et peut-être, voilà, mettre des dangers, et il y a des tableaux qui vous sont proposés si vous voulez ajouter ça à votre jeu. Si vous voulez que quand quelqu'un lance un sort, il y ait potentiellement un Oni, enfin un démon qui s'attaque à lui, et ben vous pouvez l'inclure, il n'y a pas de souci, on vous donne des trucs. Ensuite, bah voilà, vous avez une description des règles qui est plutôt simple, et là, vous arrivez sur aussi de superbes illustrations des armes, etc. Parce que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'y connaît rien au Japon, ce qu'est un katana, ce qu'est un naginata, ou comment sont foutues les armures japonaises, etc. Donc vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Vous avez des règles d'artisanat, vous avez des règles pour créer des armures sacrées qui font carrément penser un peu à des mechas parfois. Donc on voit que l'auteur s'est fait plaisir et s'est dit, dans mon univers, tout est possible. Et chacune des personnes qui va prendre mon bouquin fera bien l'univers japonisant qu'il veut. Ce qui me fait même me demander si bah, finalement ces règles pourraient pas servir d'autres jeux complètement différents. Et je pense que si, je pense que ça peut presque faire des sortes de petites règles génériques si vous bricolez un peu. Vous allez avoir évidemment quelques prix pour des objets, etc. Ensuite, vous allez avoir une liste finale qui vous propose vraiment plein de champs différents, parce que comme je vous disais, sur la feuille, vous n'avez pas une liste de compétences, vous choisissez des champs en fonction du personnage que vous voulez faire, et là vous avez plein d'inspirations de différents champs, de ce qu'ils peuvent couvrir, des spécialisations qu'ils vont contenir, et donc bah, c'est plutôt bien pensé, parce que quand vous donnez beaucoup de liberté, un problème qu'on peut avoir avec ça, c'est que vous ne donniez pas assez d'exemples à côté de comment le maître de jeu et ses joueurs vont pouvoir utiliser cette liberté. Là non, on vous dit vous faites ce que vous voulez, mais vous inquiétez pas, je vous donne déjà 40 000 idées, comme ça, vous avez pas acheté votre bouquin pour rien, quoi, c'est un peu l'idée. Ensuite, on arrive sur tout simplement un guide pour le maître de jeu, que j'ai pas encore vraiment pris le temps de lire, il y a encore des passages qui manquent, mais sur voilà, comment mener, comment préparer une aventure, les thèmes qu'on peut aborder, la guerre, le surnaturel, les intrigues de cours, la survie, l'évolution des personnages, leurs émotions face à leurs devoirs, plein de conseils pour jouer dans une ambiance japonisante en termes de gameplay et du type d'histoire qu'on veut raconter. On vous propose quelques fronts, quelques zones, quelques ennemis à affronter, des pistes pour créer des intrigues et potentiellement lancer votre campagne. Donc très très bien pensé. Et on termine sur un scénario que je n'ai pas lu non plus. Je le lirai sûrement. Je pense, enfin j'espère qu'il sera à la hauteur. Ça pour le coup, je ne saurais vous dire. Je vous le feuillette juste rapidement. Mais très sincèrement, le bouquin, dans son ensemble, est un appel à la créativité. Et c'est ça que j'aime beaucoup. On termine sur une feuille de personnage, hein, tout simplement, où on voit qu'en fait, il n'y a pas tant de choses écrites que ça, il y a surtout de la place pour mettre les trucs que vous avez créés vous-même. Et ça, c'est cool. Et on termine sur un glossaire, avec les références entre mots japonais et mots français. Alors, il faut savoir que c'est du japonais vers le français. Du coup, des fois, quand vous cherchez un mot spécifique en français et vous essayez de trouver sa traduction, son équivalent, ça peut être un peu compliqué. Mais sinon, ça fait le taf et c'était nécessaire d'avoir un tel glossaire. Voilà pour le feuilletage. Donc voilà, j'espère que ce feuilletage vous a plu. Déjà, vous voyez que un des énormes points forts du bouquin, c'est ses illustrations. Clairement, ça inspire de fou. C'est trop bien. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous donne un univers, son ton, son ambiance. On vous parle de la vie quotidienne, etc. Mais on vous plombe pas avec une énorme histoire. Il y a un mythe fondateur. Il y a quelques petites intrigues qui sont mises en place si ça vous intéresse. Mais vous donne une énorme liberté. Et à part la grosse capitale Sakurakyo qui est très développée, vous allez pouvoir faire énormément de choses sur le reste de l'Empire des Cerisiers, donc sur le reste du royaume, enfin des îles qui composent l'Empire des Cerisiers. On vous donne quand même des petits tips, c'est-à-dire, voilà, les îles du Sud, c'est plutôt les îles des pirates qui vont peut-être avoir des relations avec les gaijin, donc les étrangers. Dans les îles du Nord, on va avoir des trucs plus sauvages, peut-être des démons, etc. Donc ça vous donne, voilà, des sortes de zones que vous allez pouvoir remplir comme vous voulez, mais on vous donne pas le détail de chaque royaume et de chaque machin. Alors, il y a des gens qui vont bien aimer ça, mais personnellement, c'est pas mon cas, et du coup, j'étais très content de ce que j'ai trouvé dans ce bouquin en la matière. Malgré tout, je trouve que c'est cool qu'ils aient détaillé
juste la capitale, parce que ça nous permet comme ça de voir comment fonctionne l'aristocratie et l'administration. On nous présente des PNJ et comment finalement les institutions et tout fonctionnent entre elles, et comment les relations de pouvoir peuvent se faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à inventer en général, surtout quand on connaît pas la culture forcément très bien japonaise, ou enfin, une culture exotique. Donc j'ai bien aimé. J'ai pas lu toutes les zones qui décrivent, etc. Mais bon, vous avez quand même des petites inspirations bac à sable. Et pour ce qui est des règles, pareil, j'ai pas encore tout lu, et j'ai surtout pas testé. C'est un jeu qui va nécessiter de l'arbitrage, je pense, parce que justement, vous avez une grande liberté de création entre les techniques que les PJ vont pouvoir utiliser, la fabrication d'objets magiques et tout. Il va falloir poser vos propres limites, parce que par défaut, il n'y a pas toujours voilà, de facteurs limitants, de resource management, de risk management au moment où vous utilisez vos sorts. Donc on a l'impression qu'on peut, entre guillemets, spammer ses sorts. Mais vous avez des règles optionnelles pour essayer de gérer ça, et des conseils. Et en fait, ce qu'on vous explique, c'est que le jeu est très light pour laisser plus de place à la narration. Les passes d'armes au sabre et tout vont se régler en 2 jets de dés, je crois. Un jet d'attaque, un jet de défense. Paf, vous avez des dégâts qui peuvent, j'ai eu l'impression, une fois de plus, à tester, être assez élevés rapidement, que vous allez sûrement passer plus de temps à décrire le coup de sabre qu'à jeter des dés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le jeu vous donne énormément de liberté en termes d'inspiration, etc. Contrairement à d'autres jeux qui sont plus basés sur les samouraïs et tout. Là, vous pouvez jouer un cuisinier, un forgeron, un clochard, peu importe. En dehors des relations sociales dans l'ordre de l'Empire des Cerisiers, où vous allez avoir des désavantages effectivement en fonction de votre classe sociale, mécaniquement, en termes de règles, vous n'aurez pas de malus. Parce qu'en fait, le jeu part du principe que vous jouez un héros, qui que vous soyez. Donc si vous êtes un paysan, vous êtes voué à devenir un héros, et vous êtes un paysan qui a un don, peut-être vous êtes prédestiné à faire de grandes choses. Si vous êtes un samouraï, pareil, en fait, quel que soit ce que vous essayez de créer, vous aurez le même nombre de points à répartir, et vous êtes très souple sur ce en quoi vous êtes fort ou faible. Il n'y a pas de classe. Comme ça vous laisse toute latitude avec vos joueurs pour réguler un peu ça si vous n'avez pas envie de faire un groupe avec un coiffeur, un éleveur de singes, un demi-dieu et un capa joueur d'échecs. Mais les règles vous permettent de le faire si c'est ce que vous souhaitez. Elles vous permettent même de jouer des tanuki, des kitsune, enfin des esprits, des créatures fantastiques sans aucun souci. Et ça, je trouve que c'est vachement bien, parce que du coup, on fait ce qu'on veut, et j'aime bien faire ce que je veux, moi, personnellement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques à faire sur ce jeu, par exemple, que vous le possédez, que vous pensez que j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous rappelle pas comment fonctionne YouTube, mais très clairement, si vous nous laissez un petit commentaire, que vous vous abonnez, ça nous aide. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas. Si vous êtes un maître de jeu débutant, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur www.lebonmj.com. Vous allez pouvoir trouver un petit guide qu'on a fait il y a déjà un moment maintenant, qui a été pas mal téléchargé. Un petit guide qui parle de comment se lancer en tant que maître du jeu débutant pour organiser sa première partie. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en commentaire. On est de plus en plus nombreux, il s'y passe des trucs cool. On essaie de mettre en place des projets. Là, on a essayé de faire des ateliers. Alors, c'est pas encore hyper bien organisé, mais je vais essayer d'améliorer ça. On essaie de faire des tables rondes et tout. Donc, venez. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.